Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo un petit peu particulière. Dans le courant du mois d'avril, je devais faire plusieurs conférences sur l'école de Tolède. Malheureusement, à cause du coronavirus, ces conférences ont été annulées. Je vous propose donc de retrouver le contenu de ces conférences à travers ce podcast vidéo. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'école de Tolède, nous devons d'abord passer par un bref aperçu historique. Nous allons donc retracer les quelques grandes étapes de l'histoire de la traduction avant de parler non pas de l'école de Tolède, mais avant tout l'école de Bagdad, et puis nous terminerons par cette école de Tolède. Et nous commençons sans plus attendre avec les princes d'Éléphantine. Les princes d'Éléphantine sont des princes qui travaillent pour le compte d'un pharaon. Ils sont des missionnaires, ils sont chargés de rapporter certains documents au pharaon, mais ils sont aussi chargés de traduire. Ces fonctionnaires sont bilingues et ils occupent une place extrêmement importante dans la société. Et comment le savons-nous? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont un hiéroglyphe qui leur est attitré. Le métier, la profession se transmet de génération en génération, c'est héréditaire, et on sait qu'ils jouissent de certains privilèges, ils forment une caste indépendante qui est notamment exemptée de taxes. Le bas-relief de Leiden, comme son nom l'indique, se trouve à Leiden aux Pays-Bas. Et ce bas-relief se trouve plus particulièrement sur la tombe d'Horemheb, qui n'était autre que le régent de Toutankhamon. Ici, dans cette vidéo, on ne va pas repasser en vue toute cette histoire, l'histoire des tentatives de prise de pouvoir par Horemheb contre le gouvernement en place par Toutankhamon, mais nous allons nous intéresser à la sculpture et plus particulièrement à ce bas-relief. Sur ce bas-relief, nous voyons deux personnes. En réalité, il n'y en a qu'une, et cette personne est un traducteur. À l'époque, on avait une représentation, comme nous le voyons ici dans la vidéo, d'un traducteur qui jouait un rôle important, un rôle intermédiaire entre deux personnes, et qui permettait l'intercompréhension en traduisant d'une langue A vers une langue B. Et c'est ce processus de traduction d'une langue A vers la langue B qui est représenté sur le bas-relief de Leiden. Nous avons ensuite la pierre de Rosette. Rosette n'est autre que la traduction, plus particulièrement la francisation du nom de la ville dans laquelle la pierre de Rosette a été découverte. Cette ville s'appelait en réalité Rashid. Et la pierre de Rosette a été découverte lors de la campagne napoléonienne en Égypte, a été ramenée en France, et c'est Champollion qui va être chargé de décrypter cette pierre. Quand il a cette pierre en face de lui, il ne sait pas du tout comment il doit l'interpréter de bas en haut, de haut en bas, on n'en sait strictement rien. Et il va se rendre compte qu'en fait la pierre de Rosette est divisée en trois parties, que en fait le texte est reproduit à l'identique 3 fois, mais dans 3 langues différentes. La première langue est les hiéroglyphes, la langue sacrée, la langue de la religion. La deuxième langue est le démotique. Le démotique était la langue de l'administration, la langue profane, et enfin, la langue par excellence était le grec. Et Champollion va s'attarder au décryptage de cette pierre de Rosette. Il va se rendre compte notamment qu'il y avait une traduction littérale des textes, ce qui a permis à Champollion de reconstituer les parties manquantes. Pour approfondir un petit peu l'histoire de la pierre de Rosette, il faut mentionner que c'est un édit qui a été publié en 3 langues, et cet édit a été écrit par Ptolémée V Épiphane, qui a publié cette fameuse pierre de Rosette lors des 10 ans d'intronisation du pharaon. Et dans cette pierre, on pouvait y lire que certains prisonniers avaient été libérés, que certaines personnes allaient être exemptées de taxes, et en gros, c'est une carte d'anniversaire et les récompenses qui vont avec l'anniversaire de l'intronisation du pharaon à l'époque. Pour continuer notre bref aperçu historique de l'histoire de la traduction, nous devons mentionner la Septante. La Septante était un groupe, comme son nom l'indique, de exactement 72 personnes qui se sont réunies. Pendant 72 jours, ils ont traduit de manière indépendante un texte de l'Ancien Testament et ils se sont rendus compte au bout de 72 jours qu'ils avaient exactement la même traduction. Tous
toutes les personnes qui ont été chargées de traduire le texte ont traduit ce texte de l'Ancien Testament de manière littérale. Nous avons donc un littéralisme forcené, un littéralisme à outrance, et en fait, l'interprétation qui peut en être déduite est que l'Ancien Testament est, entre guillemets, la parole de Dieu, et donc la parole de Dieu ne peut pas être interprétée d'une autre manière que de la manière la plus littérale possible. Alors, cette Septante va avoir énormément d'influence et nous devons, dans notre aperçu historique, parler de Saint Jérôme. Saint Jérôme est né à Stridon en 348 et il va faire énormément de voyages au cours desquels il va accumuler les savoirs. Et puis à un moment donné, Saint Jérôme va avoir envie de rendre accessible la Bible au peuple. Il va donc la traduire en latin vulgaire. Cette traduction s'appelle la Vulgate. On retrouve d'ailleurs l'origine, le vulgus, qui vient du peuple, pour que le peuple puisse avoir accès à cette Bible, qui était jusqu'alors réservée aux personnes qui avaient plus de savoir, qui pouvaient lire, ou qui pouvaient lire en grec par exemple. Saint Jérôme meurt le 30 septembre 400, et d'ailleurs le 30 septembre est à l'heure actuelle la fête de tous les traducteurs. Voilà, c'est la fin de mon podcast, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de ce podcast. Et dans la suite, nous aborderons l'école de Bagdad et l'arrivée des Arabes sur la péninsule ibérique. Je vous retrouve donc très prochainement. En attendant, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.